Si au fond de toi, le matin quand tu y vas, t'aimes pas ça, il faut pas rester, et c'est ce que j'ai fait. C'est pas forcément agréable de se dire bah j'ai fait le mauvais choix en venant faire ce stage, mais il faut avoir au moins cette honnêteté intellectuelle de se le dire. Aujourd'hui, je vous parle de la transition entre la vie étudiante et la vie professionnelle. C'est ce que j'ai vécu cette année. En mars 2024, j'ai été diplômé de l'École nationale supérieure des arts et métiers. Avant ça, j'avais fait 2 années de prépa sur lesquelles j'avais fait une vidéo pour chaque année. J'ai parlé aussi un peu de mon école, j'ai parlé des écoles d'ingénieurs de manière générale, mais j'ai pas encore parlé de ce passage vraiment important, je pense, dans la vie active. Donc pour vous rappeler un peu le contexte, j'ai fait 2 années de prépa. Ensuite, j'ai passé le concours en 2020 pour rentrer aux arts et métiers à Angers. La suite dont j'ai envie de parler aujourd'hui, c'est en gros quand j'ai quitté Angers, que je suis allé faire une césure en Australie avec Thomas l'ingénieur, à qui je passe le bonjour, qui continue pas mal les vidéos en ce moment, et qui parle de début de carrière professionnelle pour notamment les ingénieurs. Je suis revenu en France, à Paris précisément, pour faire un stage jusqu'à mon expertise, parce que je suis revenu en Australie en novembre 2022. J'avais une expertise qui commençait aux Arts et Métiers de Paris, place d'Italie, en février, et donc il fallait que je comble un peu ces 3-4 mois, et j'ai voulu faire un stage différent de mon premier stage qui était avec un youtubeur. En même temps, c'était un peu difficile de faire le même type de stage avec un autre youtubeur, donc j'ai fait un stage dans une entreprise qui s'appelle CBRE, qui est un leader mondial dans l'immobilier d'entreprise, et j'étais consultant énergie carbone climat pendant 4 mois, où j'ai beaucoup aimé ce stage. C'était très cool, j'ai appris plein de choses sur le bâtiment, sur l'énergie dans le bâtiment, sur les lois associées, comme le décret tertiaire par exemple, et comment on améliore les performances énergétiques d'un bâtiment. Ça, j'ai trouvé ça super. J'aurais pu poursuivre dans ce domaine si c'était pas trop sectorisé bâtiment. J'avais un peu la peur de me coller une étiquette bâtiment en sortant de ce stage et en continuant ensuite un stage de fin d'études dessus, donc j'ai pas souhaité continuer, même si j'avais beaucoup apprécié. Ensuite j'ai fait une expertise énergie bas carbone et système énergétique efficient aux arts et métiers pendant 5 mois environ, de février 2023 à juillet 2023. C'était assez enrichissant. J'ai pas trop apprécié pourtant retourner sur les bancs de l'école, refaire du théorique et suivre des cours magistraux pendant plusieurs heures, ça m'a pas vraiment intéressé. Enfin, c'était intéressant, les sujets étaient vraiment super, hein. On a parlé nucléaire et énergie renouvelable essentiellement. Mais la manière dont c'était enseigné, j'avais plus envie d'apprendre comme ça. J'avais plutôt envie d'apprendre sur le terrain et moins juste avec de l'académique. Donc c'était cool, mais long un peu quand même. En marge de ça, j'ai cherché un stage de fin d'études, parce que j'ai pas encore fait mon stage de fin d'études. Il y a des conditions en fait diplômantes à respecter aux arts et métiers pour avoir le diplôme. J'ai voulu découvrir un peu le sujet des énergies en France, en travaillant sur le sujet au plus près des grands acteurs de l'énergie en France. Donc ce qui s'est un peu dégagé rapidement devant moi, c'était EDF et Total. C'est les 2 plus grands énergéticiens français, si ce n'est européens. Pour le pétrole, il y a Shell qui dépasse Total, mais en Europe, pour l'électricité, il n'y a pas mieux qu'EDF. Donc je me suis orienté rapidement vers EDF parce qu'il y avait le côté un peu bas carbone, et l'impact carbone de ce que je faisais comme activité principale était quand même important pour moi. Donc il fallait que je travaille dans un domaine qui ne dégrade pas l'environnement au minimum. Si c'était assez neutre, ça me dérangeait pas, mais en tout cas travailler dans les mines ou le pétrole, ça m'intéressait moins, c'est les grands quand même. Et donc j'ai cherché chez EDF, et comme je savais pas trop quoi faire chez EDF, je me suis dit je pourrais faire un peu du conseil pour EDF et ses filiales ou d'autres grands groupes énergétiques français. Donc le conseil, c'est vendu comme quelque chose où tu traites plusieurs missions, tu apprends beaucoup de choses en peu de temps. Moi, mon stage sur lequel j'ai travaillé, c'était chez Bearing Point, un cabinet de conseil européen, qui est à majorité allemand, mais aussi très répandu en France. Il y a plus de 1000 salariés en France. Leur siège est situé à La Défense, un grand classique de beaucoup d'entreprises, mais
J'étais domicilié à la Défense pour faire mon stage de fin d'études, mais la plupart partie de mon temps, je l'ai passé à la direction financière du groupe EDF. C'est là où j'avais ma mission principale qui était 4 jours sur 5 là-dessus. Et en marge de ça, j'ai eu une petite mission pour Enedis, qui est gestionnaire du réseau français, où là je travaillais sur les flexibilités du réseau, donc un peu les smart grids, tout ça. J'ai beaucoup apprécié la deuxième mission que la première. La première, à la direction financière, j'ai apprécié la partie macro et transverse, où on voit toutes les filiales d'EDF, dans le sens, tu traites Enedis comme Framatome, comme RTE, comme Dalkia, comme plein d'autres filiales du groupe, de manière très haut high level, c'est-à-dire qu'on voit beaucoup de choses du groupe et comment il fonctionne, mais moi mes tâches que j'avais à faire, c'était pas du tout satisfaisantes, enfin c'était pas du tout intéressant quoi. Donc j'ai pas envie de dénigrer un métier ou quoi, mais j'avais l'impression d'être une secrétaire de luxe quoi. Enfin je faisais des tâches qui relevaient pas du tout d'un niveau M2 et encore moins un niveau technique ingénieur. C'était c'était des mises à jour en fait, de KPI, d'Excel, de PowerPoint, de Word, faire des comptes rendus, beaucoup d'administratifs, de suivi de l'activité, inintéressant au possible. J'ai pas du tout apprécié cette partie-là du stage. J'étais un peu micromanagé, c'est pas agréable. Micromanager, ça veut dire qu'on te dit de quoi faire tâche par tâche, quoi. Donc c'est-à-dire que t'as un point quotidien avec ton responsable qui te dit t'as fait quoi aujourd'hui. Parfois même c'était 2 points quotidiens le matin et le soir, avec des horaires assez conséquents pour un stagiaire. Donc j'ai appris quand même des choses sur le fonctionnement du groupe EDF. Et ça m'a permis ensuite de trouver mon job plus après, donc voilà, ça m'a donné un peu un tremplin, une entrée vers le groupe. Mais mon stage en tant que tel était pas du tout agréable, donc c'était dur de me convaincre de rester avec une mission pareille. Et moi, au bout de 3 semaines, je savais que je voulais partir en fait. J'avais un stage de 6 mois, mais au bout de 3 semaines, je cherchais déjà ailleurs. Je savais que si c'était ça qu'on me proposait pour après mon stage de fin d'études, et c'était un peu parti pour ça, c'était pas possible que je reste plus longtemps. J'allais faire mes semaines escomptées, mais pas plus. Oui, pas une de plus. Et donc, évidemment, je suis parti. Évidemment, je pouvais pas rester dans ce type de mission où t'apprends peu. En fait, un stage, c'est censé être un endroit où t'apprends. Et tu rends service à une entreprise, hein, évidemment, mais t'apprends quand même. Et là, j'avais juste l'impression de rendre service à l'entreprise sur des tâches que personne ne voulait faire et pas apprendre. Et donc, ouais, pas la meilleure expérience, mais ça fait partie de la vie. Je pense que c'est des choses où il faut être conscient de faire quelque chose qui te plaît pas. Enfin, accepter que ça te plaise pas et que tu vas y changer. Et au lieu de rester buté et se dire ah non, ça peut être bien payé, c'est quand même du conseil, c'est bien vu, nanana. Enfin, si au fond de toi le matin quand il va t'aimes pas ça, il faut pas rester, et c'est ce que j'ai fait. C'est pas forcément agréable de se dire bah j'ai fait le mauvais choix en venant faire ce stage, mais il faut avoir au moins cette honnêteté intellectuelle de se le dire. Et je pense qu'à ce niveau-là, je l'ai eu, et reconnaître que c'était une erreur, que j'avais fait une erreur de faire ce stage. Et donc j'ai cherché assez rapidement, fin de l'année 2023, un nouveau job, et là ça allait être mon vrai travail. Donc j'allais passer de stagiaire, étudiant, en CDI dans une entreprise. Donc c'est un gros choix quand même dans une vie. Et je pense qu'il faut pas le minimiser. De se dire par quel métier je veux commencer ma vie, quoi. C'est pas un choix définitif, loin de là, il y a moyen de se rebondir très facilement, surtout quand on a des diplômes d'ingénieur qui sont assez recherchés par les entreprises. Mais il faut se dire, c'est quand même du temps que je vais passer à faire ce métier, c'est quand même 8 heures par jour, pendant plusieurs années. Voilà, ça a intérêt plutôt à me plaire, et pas être un choix par défaut. Il y avait un peu cette notion derrière qui me disait il faut que ça me plaise premièrement, il faut que ça ait du sens. Je peux pas être ingénieur et faire je sais pas, de la production de canettes de coca, tu vois.
Si c'est pour faire des canettes qui vont être distribuées pour que les gens boivent du soda et grossissent et aient une mauvaise santé, c'est pas possible. Il fallait qu'il y ait un sens derrière qui améliore un minimum la société, quoi. Enfin, je peux pas être ingénieur et dégrader la société plus qu'elle ne l'est déjà actuellement. Donc, il faut aller quand même quelque chose de sensé. Je voulais bosser pour la France. J'ai l'impression d'être un militaire ou de me dévouer pour mon pays en disant ça, mais juste parce que la France m'a formé, j'ai payé très très peu mes études, enfin, en termes de... c'est pas très bien dit, mais j'ai payé très peu cher, quoi. Enfin, la prépa, ça coûte rien. L'école d'ingénieur que j'ai fait, elle coûte rien, c'est 600 € par an. J'ai fait 3 ans. Évidemment, il y a le loyer, il y a la nourriture, mais ça, bon, tu dois le payer quoi qu'il arrive. Mais factuellement, le prix de mes études à l'année, je pense, c'est dur de concurrencer ça en France, quoi. À part faire la fac pendant 5 ans, j'ai fait que du public dans ma scolarité, de la maternelle jusqu'à mon école d'ingénieur. C'est en grande partie grâce à l'État français, parce que c'est lui qui a tout financé. Je dis pas que c'est que grâce à l'État français, j'ai bossé, j'ai été bien encadré par mes proches, par ma famille, mes amis, mais j'ai rien rendu à la France, quoi, pour le moment. Donc je le vois maintenant parce que je paye des impôts sur le revenu que je faisais pas du tout avant. Avant c'était que l'État qui me donnait, là je commence un petit peu à rendre. En tout cas, je voulais pas bosser pour un grand groupe international basé aux États-Unis, basé en Asie, basé n'importe où que en France, même un pays européen. Et un dernier aspect qui est le côté grand groupe ou PME. J'ai raisonné de la manière suivante pour le choix entre grand groupe et PME. Je me dis qu'en fait, c'est facile de faire le chemin dans un sens et pas dans l'autre. Quand tu rejoins un grand groupe, tout le monde connaît. Tout le monde connaît, tout le monde sait d'où tu viens, c'est un peu un label qu'on te met sur la tête, en mode ok, t'es passé par ce grand groupe là. J'ai fait quand même quelques grands groupes en stage, j'ai fait Stellantis, un grand groupe automobile mondial, j'ai fait CBRE, plus grand groupe immobilier en France, plus grand groupe immobilier dans le monde, Bearing Point, qui est un gros cabinet de conseil qui est assez connu aussi, et je travaillais pour EDF et Enedis, donc voilà, assez connu aussi. Donc j'ai fait des grands groupes et je sais que ça m'a aidé pour rentrer dans des entreprises. Et c'est aussi là où j'ai appris beaucoup parce que c'est des entreprises qui ont l'habitude de recruter et de former des gens, des jeunes ingénieurs qui sortent d'école, ils ont l'habitude, quoi. C'est pas à toi de te former tout sur le tas. L'avantage d'une PME ou d'un plus petit groupe, c'est que ton travail est beaucoup plus varié. T'as pas forcément une fiche de poste désignée, tu dois faire ça dans ton année. C'est plutôt, il faut que tu participes au développement de l'entreprise sur la partie, je sais pas, R&D par exemple. Et donc on va te mettre la casquette ingénieur R&D, mais ça peut arriver que tu ailles sur la chaîne pour aider sur les process. C'est des choses que tu verras beaucoup moins dans un grand groupe, quoi. C'est beaucoup plus casé entre les jobs. Et donc c'est là, je pense, où tu peux apprendre plus dans une PME. Mais je pense que tu seras aussi très bien formé dans un grand groupe et tu seras estampillé par le grand groupe. Donc faut pas qu'il ait une image pourrie, tu vois. Mais c'est je pense plus... ça a plus de valeur et c'est plus facilement valorisable dans la poursuite de ta carrière. Donc j'ai pensé comme ça, je me suis dit, grand groupe français avec du sens, avec un boulot qui me plaît. Donc là, je me suis dit, EDF, ça répond à ce critère-là. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai cherché emploi carrière EDF, j'ai regardé ce qu'il y avait comme job. J'ai cherché dans l'ouest de la France. Un autre critère, c'était l'ouest de la France, parce que j'en viens, je connais bien la région. Pour moi, c'était important de retrouver mes proches, retrouver ma copine, être proche de Rennes, Nantes, Angers, dans cette zone-là un peu. C'était vraiment ce que je recherchais. Ça me faisait un peu chier de rester sur Paris, parce que l'expérience parisienne, je suis pas un grand fan. Enfin, j'aime bien la tranquillité quand même. Je suis pas non plus hyper casanier à rester tout le temps chez moi, j'aime sortir en bar, en resto. Mais t'as ça dans une grande ville française, type Rennes, type Nantes, type Angers, y a pas de souci. Donc j'avais pas besoin de la profusion d'activités comme tu peux avoir à Paris. Enfin, c'est exceptionnel de sortir à Paris un week-end. Moi, mes week-ends à Paris, quand j'y étais, c'était incroyable. Tu pouvais faire le vendredi soir un concert de rap à l'Olympia.
Le samedi, match au Stade de France. Le dimanche, t'étais à Disneyland, tu vois. Ça faisait des week-ends assez chers, mais c'était incroyable. Dans quelle ville tu peux faire autant d'activités variées incroyables comme ça? C'est certainement pas ailleurs qu'à Paris, tu vois. Donc Paris, c'est ouf pour les loisirs, pour l'activité, pour les activités en fait. Mais pour le travail tous les jours, prendre les transports, etc., moi, c'était pas vivable. Les transports en commun parisiens, j'ai pas apprécié. Moi, j'avais un RER et un métro avec 45 minutes, 50 minutes de trajet. Et le RER que je prenais, c'était pas non plus le meilleur, c'était le RER B qui faisait Cité-U, Châtelet ensuite jusqu'à Mairie de Saint-Ouen. Le métro ligne 14 était cool, mais le RER B, c'est l'enfer sur Terre. Enfin, c'est pas possible d'être serré comme des bœufs tous les matins. Enfin, moi j'étais là, mais je vis un monde de zinzin où tout le monde est une fourmi et personne se calcule. Tout le monde pense qu'à sa gueule, et ça, j'aimais pas du tout ça à Paris, donc j'ai souhaité quitter Paris absolument. Je pense pas y retourner, c'est pas dans mes plans. Si vraiment j'ai une opportunité de zinzin sur Paris, pourquoi pas, mais pour l'instant, je pense que je peux très bien trouver des métiers qui me plaisent dans l'ouest de la France. Et donc j'ai cherché un poste, du coup, sur Nantes, chez Enedis, qui était chef de projet de transition énergétique. Alors ça veut rien dire, chef de projet de transition énergétique. Donc j'ai un peu creusé ce que c'était. C'était chef de projet, pas transition énergétique, mais raccordement grand producteur. Donc s'occuper du raccordement des grands producteurs d'électricité en France, globalement les énergies renouvelables, donc le photovoltaïque et l'éolien. Et ça m'a hypé. En vrai, je me suis dit, ok, ça a du sens. Je bosse, ça respecte tous mes critères. Et en plus, il y avait des bonnes conditions de travail sur l'ambiance dans l'agence et sur les collègues qui y sont et avec qui je travaille tous les jours aujourd'hui. Ça se passe très bien. Il y a tous les avantages évidemment du groupe EDF, mais au-delà de ça, le métier que je fais m'intéresse. Je sais pas si j'y resterai une éternité, hein. Clairement, c'est un métier où en fait un raccordement d'énergie renouvelable sur le réseau électrique, c'est un cycle de vie de 2 à 3 ans. Une fois que tu as vu toutes les étapes du process, tu as compris. Et tu vois, au bout de 2-3 ans, j'aurais compris. Enfin, je commence déjà à être très autonome sur mon job. J'ai beaucoup appris durant les 3-6 premiers mois où vraiment tous les jours j'étais à fond pour poser le plus de questions et comprendre le mieux possible ce qu'on faisait. C'est assez compliqué au final comme métier et surtout le contexte dans lequel tu évolues, il est très, je trouve, codé. T'as beaucoup de sigles, beaucoup de process internes à l'entreprise qu'il faut comprendre. Et quand t'arrives dedans, voilà, t'as tout à découvrir, donc tout est nouveau, tout est à apprendre, donc ça c'est top. Mais évidemment après, j'aimerais bien changer parce que voilà, le raccordement, ça peut tourner un peu en rond quand tu restes longtemps, je pense. Mais pour le moment, j'apprécie énormément mon job. En fait, je fais le lien entre la production et le réseau, et j'essaye de faire en sorte que les contraintes techniques et financières des deux s'accordent. Pour revenir à ce que je fais actuellement, je fais des études électrotechniques pour intégrer des énergies sur le réseau, donc ça passe par des études en tension, en intensité, je regarde les harmoniques, je regarde la TCFM, c'est la télécommande de fréquence musicale. Donc c'est grâce à un signal à 175 Hz sur les ondes 150 Hz du réseau qu'on envoie en fait les heures pleines, heures creuses, c'est juste à ça que ça sert. Et en fait, tu as plusieurs autres contraintes, par exemple des chutes de tension, des élévations de tension, des appels de courant un peu trop importants, tout ça, donc ça, il faut le regarder. Mais tu as aussi la gestion de projet en fait, du raccordement, parce que une fois qu'on t'a demandé à te raccorder sur le réseau, c'est souvent après avoir un permis de construire, il n'y a rien qui est fait en fait sur le parc photovoltaïque. Et en fait, le raccordement, il va évoluer. Enfin, le cycle du raccordement va évoluer en même temps que le parc photovoltaïque se construit. Et donc, il faut qu'en fait, on soit en phase avec le producteur d'énergie. Et donc, ces producteurs-là, ils ont plein de choses à apprendre. Moi, j'aime beaucoup en fait la relation client que j'ai avec eux. Je suis la seule entité d'Enedis qui fait autant de relations clients avec les producteurs d'énergie renouvelable. Donc, on est un peu la devanture
d'Enedis, du groupe EDF pour Engie, pour Total, pour Valeco, pour Neoen, pour plein d'entreprises du secteur des énergies renouvelables. Il y a plein d'acteurs, en fait, que ça soit externe et aussi interne à Enedis. Parce qu'il y a des gens qui s'occupent du réseau, donc des câbles HTA, enfin les lignes moyenne tension sur lesquelles je travaille. Mais il y a aussi des gens qui s'occupent des postes sources. Les postes sources, c'est un peu les nœuds du réseau Enedis, qui sont l'interface entre Enedis et RTE. Il y a la moyenne tension A, la HTA, et la moyenne tension B, la HTB, qui rentre déjà un peu dans de la haute tension. Ça commence à 63 kV. Et moi, je travaille sur essentiellement du 15 à 20 kV. Donc, je vais pas trop rentrer dans le détail technique, mais en gros, je fais des études électrotech, je fais aussi des chiffrages financiers des travaux que ça va coûter de faire les raccordements, parce qu'en fait, l'idée c'est de trouver la solution technique au début, voir si elle est faisable, donc il y a une étude un peu de faisabilité, de voir comment ça peut se matérialiser sur le terrain. Il y a aussi l'étude de faisabilité du projet en tant que tel, au tout début, on appelle ça la complétude, c'est voir si le projet il a toutes les informations nécessaires pour toute sa vie de raccordement, tout le cycle de raccordement, on a besoin de toutes ces informations-là. Et donc, de la solution technique jusqu'à la mise en service, il y a la solution aussi technique qui est à financer, en fait, qui est à financer et donc à chiffrer avant pour savoir si le producteur a les moyens de payer son raccordement. Parce que voilà, il y a des business models, un parc photovoltaïque, par exemple, ça peut coûter 10 millions d'euros, et un raccordement, si ça coûte 1 million ou 2 millions d'euros, c'est pas la même chose pour amortir le projet, c'est pas la même chose pour se faire financer par les banques. Et donc, le raccordement, après, il va impacter donc, les dépenses du producteur pour mettre en service sa centrale. Et vous, en tant que consommateur d'énergie, moi aussi, je paye une facture. Et donc, c'est les électrons qu'aura produit ce producteur-là, ils vont être payés par nous tous, quoi. Et en fait, lui, il va avoir un tarif de rachat de son électricité, et ce tarif de rachat, il faut qu'il coïncide avec l'ensemble de son business plan. Donc la partie financière est très importante, et aussi c'est pour ça que je voulais quelque chose qui me garde un peu les pieds sur terre, pas faire de la R&D dans mon coin, ou faire chercheur sur des sujets qui toucheront jamais à quelque chose de concret. Il y a plein de chercheurs qui travaillent sur des choses utiles, hein. Je dis pas que les chercheurs font que des choses qui ne sont pas concrètes, hein, attention. Je voulais quelque chose qui soit technique, financier. Là je retrouve quelque chose financier parce que ça me rappelle au concret. Le concret, c'est là où il y a il y a des freins, c'est là où il y a des problèmes. C'est souvent quand dans notre tête ou sur un plan, depuis la vue du bureau, tout va bien, hein. Ça va, mais c'est quand on se rappelle que tout ça va se mettre en place dans le concret qu'il y a des problèmes. Et j'ai fait ingénieur pour résoudre des problèmes, c'était comme ça ma première motivation. Après, ça a été résoudre quel problème, qui a été ma question principale. Mais d'abord pour résoudre des problèmes, donc j'aime beaucoup ça, c'est comprendre un peu l'intérêt du client et nous, en tant que gestionnaire du réseau, comment on peut servir son intérêt sans déroger à nos règles. Et ça, c'est très intéressant. C'est pour ça que j'aime beaucoup la relation client. Donc c'est un peu les trois facettes que j'ai dans mon job. Je dirais qu'il y a 50% d'études, 30% de gestion de projet. Dans la gestion de projet, je compte les chiffrages, les rédactions des documents, parce que c'est moi qui rédige ensuite les solutions techniques et le chiffrage des travaux, etc. Donc la rédaction des documents, le suivi sur l'alignement entre le producteur et nous dans les interfaces sur le chantier, quoi. Et après, il y a 20% de relations clients avec les producteurs. Donc ça, c'est mon métier, en fait. Et ça se passe extrêmement bien. Je suis très content d'avoir pu rentrer dans cette agence raccordement grand producteur qui est située à Nantes et qui s'occupe de raccorder les énergies renouvelables de toute la façade ouest de la France. Donc ça va de Brest à Biarritz. Moi, je m'occupe d'un département en particulier, mais on est 80 environ dans l'agence et on a tous un département qui nous est attitré environ. Et donc on s'occupe de toutes ces énergies-là à raccord de réseau, et c'est censé comme job, il y a une vraie portée de transition énergétique derrière. Alors effectivement, dans le poste chef de projet transition énergétique, c'était vrai, tu participes à la transition énergétique activement en faisant ce métier-là, tu vois. Mais voilà, c'était un peu vague quand même comme terme. Donc voilà, il y a du sens, c'est dans un grand groupe français. J'aime beaucoup ce que je fais. C'est dans l'ouest de la France, ça coche toutes les cases. Et donc ça se passe très très bien.
Je ferai pas ce job toute ma vie, comme j'ai dit tout à l'heure, mais c'est une très bonne entrée, je pense, dans le monde professionnel, dans le groupe EDF au sens large, et chez Enedis aussi. Donc peut-être que je serai pas chez Enedis toute ma vie, je pense rester chez EDF pour assez longtemps quand même, enfin j'espère, si ça se passe bien, et si mes envies coïncident avec ce que me propose le groupe, je resterai. Et donc voilà, c'est comment un peu je suis devenu ingénieur chez EDF. Je pense qu'on a un peu la réponse à cette question dans tout ce que je viens de raconter. De la prépa, beaucoup de travail en prépa en sous-marin, c'était pas du tout visible. Voilà, j'étais un peu seul face à mon travail, en internat, etc. Qui a permis de réussir à des concours. Je remercie d'ailleurs le lycée Joliot-Curie qui m'a permis de rentrer aux arts et métiers. Des arts et métiers qui m'ont pas donné forcément tant que ça de connaissances techniques, je trouve. Évidemment un petit peu, mais c'est beaucoup la prépa qui m'a formé en tant qu'ingénieur techniquement. Je trouve que les arts... Pardon, je vais boire un petit peu. Je trouve que les arts, ça a donné un vernis et a apporté un côté concret avec pas mal de travaux pratiques que j'ai trouvé incroyables aux arts. Je pense que c'est une grande force de l'école qui doit être beaucoup plus utilisée, c'est les travaux pratiques qu'on y fait, parce qu'ils sont assez quali quand même, je trouve. Mais la partie académique, scientifique, moi je l'ai trouvé beaucoup plus qualitative en prépa qu'aux arts et métiers. Ce que je retiendrai surtout des arts, c'est un peu les travaux pratiques comme j'ai dit, mais surtout le développement professionnel et les rencontres que j'ai pu y faire. Et l'associatif qui te permet de comprendre vraiment les relations humaines dans des contextes avec de la pression et des organisations de grands événements. Et de travail en fait en commun. Ça t'apprend à travailler avec des gens, l'associatif, en école en tout cas. Ça m'a permis aussi de me construire moi-même, parce que sortant de prépa, t'es immature. T'as fait 2 ans à être dans ta bulle, t'es un peu un moine, dans le sens où t'as fait que bosser et rien d'autre. Là, tu commences à sortir, à découvrir d'autres gens, à t'ouvrir au monde, en fait, à comprendre que la société est complexe, et qu'il y a plein de choses à étudier, à comprendre, et que tu peux essayer de te trouver une place dans cette société, et la meilleure soit possible. Donc c'est aux arts que j'ai un peu compris tout ça. C'était plus un développement personnel, les arts et métiers, qu'un développement technique, scientifique. Et après, j'ai converti un peu ce travail purement scientifique d'ingénieur en prépa, ce travail sur moi-même, de connaissance de comment fonctionnent les autres et moi aux arts. Donc ces 4 ans-là m'ont donné une ouverture aussi sur le monde avec l'Australie, la découverte de Thomas, l'ingénieur avec qui j'ai pu échanger beaucoup et qui m'a apporté énormément aussi. Et ensuite, après, c'est la conversion de tout ça dans les entreprises. Et je pense que ça se passe bien. J'ai eu, quand même, comme j'ai dit, des expériences qui m'ont moins plu, comme chez Bearing Point. Mais chez CBRE, ça s'est très bien passé. Là, chez Enedis, ça se passe très bien. Et je pense que la poursuite de tout ça va dépendre de ce que j'aurais vécu avant, de tout ce background, comme dirait DJ Snake. Mais aussi de ce que je fais maintenant et de ce que je montre en fait à mes collègues, à ma hiérarchie, et l'envie que j'y mets tous les jours dans mon job, quoi. Et donc c'est ça qui est hyper stimulant, c'est que je sais que ça se passe tous les jours en fait, la poursuite de sa carrière, la poursuite de cette voie que je me suis ouverte en travaillant en tant qu'ingénieur aujourd'hui. C'est qu'est-ce que je ferai plus tard, j'en sais rien, mais en tout cas ce que je fais aujourd'hui, je l'apprécie fortement. J'ai envie de continuer sur cette chaîne parce que je pense que cette audience c'est une grande chance. J'ai construit quand même quelque chose de plus grand que moi à travers cette chaîne, à ma juste valeur, hein. Je reste petit youtubeur qui sort des vidéos de temps en temps, qui a 40 000 abonnés certes, mais c'est quand même quelque chose d'assez petit. Enfin, ma vie reste tout à fait normale à part ça, quoi. Enfin, et je me dis, ça peut être une sorte de mégaphone, en fait, cette chaîne pour partager des idées qui me plaisent à un instant T et qui peuvent être reprises, qui peuvent être discutées. J'aimerais bien inviter des gens à discuter de sujets sur l'énergie, sur l'écologie. Quand même, j'ai envie de rester sur un des domaines que je connais. J'ai pas envie de parler
forcément de politique parce que j'ai peur de dire des bêtises et je pense que c'est assez sage de rester sur des domaines sur lesquels on est compétent et j'ai envie de rester sage là-dessus. Mais voilà, j'ai envie de croiser un peu les expériences, les avis. En fait, c'est l'enseignement de cette année, c'est de me dire, ok, j'ai toujours une voie un peu dirigée dans ma vie. Je savais qu'après la prépa, c'était école d'ingénieur. Après l'école d'ingénieur, ça allait être ingénieur. Et maintenant, c'est open world, en fait. Voilà. Et c'est très dur, en fait, de se repérer dans un open world. Il n'y a pas des quêtes annexes et des quêtes principales qui sont disséminées par-ci par-là où il faut aller. Enfin, c'est à toi de créer tes quêtes, en fait. Et je prends une métaphore aux jeux vidéo, là, mais c'est pour se dire un peu, pour comprendre que, voilà, tout est ouvert maintenant et cette chaîne, elle partage un peu ça, quoi. Cette idée derrière un mec de juste 24 ans qui commence sa vie d'ingénieur, que voilà, je suis passé par un lycée assez simple, un collège assez simple, j'en suis là, je suis très content de là où j'en suis, je suis très heureux, très optimiste sur le futur, et j'ai envie de le partager avec vous, et j'espère que vous pourrez partager des choses avec moi, donc c'est pour ça, n'hésitez pas à commenter, si vous avez aimé, pour le référencement, pensez à tout ce que vous connaissez sur YouTube, hein, c'est des likes, les abonnés, tout ça, bon voilà. N'hésitez pas à regarder les dernières vidéos que j'ai sorties sur l'école des mines de Paris et l'ENSTA Paris. C'est des vidéos dont je suis très fier, où il y a eu beaucoup de travail, donc voilà, c'est important pour moi si elles sont appréciées, partagées, parce que je pense qu'elles ont cette valeur-là Enfin, c'est leur objectif principal, c'est qu'elles puissent être partagées pour comprendre un peu mieux comment fonctionne le système des écoles en France, qui est assez obscur, je trouve encore. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne journée, soirée, je vous dis à bientôt, c'était Slikey, et à la prochaine pour une vidéo qui sera sûrement sur un sujet de l'énergie et de l'électricité ou rattaché à mon travail actuel. Voilà.